Bonjour à tous, bonjour très chères expertes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer Monsieur Pierre-Jean Coulon, qui est avec nous. Merci à vous de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Monsieur Pierre-Jean Coulon est cofondateur de l'Ordre mondial des experts internationaux avec notre président actuel, donc Monsieur Jacques Viala. Est-ce que pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, vous pouvez nous faire une brève présentation de votre parcours qui est très riche? Oui, alors là, d'abord bonjour à tous. Bonjour, cher ami Nariman, et merci de vous intéresser à ma petite personne. Si je dois parcourir mes nombreuses vies, ça prendrait beaucoup de temps. Donc je vais partir justement du pourquoi de la cofondation avec Jacques. J'étais à l'époque à la fois le président d'une ONG internationale qui travaillait avec les Nations Unies, droit à l'énergie et SOS Futur, et justement je travaillais en relation avec le secrétariat général des Nations Unies. À l'époque, c'était M. Kofi Annan. Et donc, j'avais estimé, en discutant avec Jacques, qu'il était extrêmement important que la notion d'expert, au milieu desquels j'ai vécu toute ma vie, j'ai toujours vécu avec des experts au milieu de ma vie, j'en suis moi-même un modestement, et donc il m'a semblé extrêmement important de travailler et de faire se rencontrer à l'échelon du globe, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est l'échelon mondial, de faire se rencontrer des experts. Et c'est ce qui a été un petit peu le point de départ de l'Ordre mondial des experts internationaux. Moi-même, j'ai eu trois grandes vies. La première vie, c'est une vie professionnelle, puisque je suis un expert des questions de l'énergie. J'ai travaillé dans de très grosses entreprises de l'énergie à l'échelon mondial. Je suis aussi un, un acteur du monde associatif, puisque j'étais le fondateur d'une des premières ONG à l'époque qui travaillait sur l'accès à l'énergie dans les pays du Sud, donc permettre la possibilité à l'époque à plus de 2 milliards de personnes qui n'avaient pas d'énergie d'en avoir. Hein. Il y a encore aujourd'hui plus de 800 millions de personnes qui n'ont pas du tout d'énergie, qui ne savent pas ce que c'est que d'appuyer sur un bouton pour avoir de l'électricité. Il y a 800 millions de personnes qui ne le savent pas. Il y a des centaines de millions de femmes qui tous les jours vont chercher un morceau de bois pour pouvoir chauffer les aliments et pour pouvoir chauffer un petit peu d'eau pour faire la toilette des enfants. Donc ça, c'était la deuxième partie. La troisième partie, je suis aussi un syndicaliste puisque j'ai été l'un des dirigeants mondiaux de l'Organisation internationale des syndicats chrétiens. Donc voilà, trois vies en des actions et une vie pendant 10 ans auprès des Nations Unies et depuis 14 ans maintenant auprès des institutions européennes, dont je suis l'un des dirigeants au Conseil économique et social européen. J'ai été président de section, je suis maintenant au bureau directeur et je m'achemine au fil des mois et des années vers une porte de sortie. Une vraie porte de sortie, je n'en aurai jamais. Voilà. Donc justement, en tant que cofondateur de l'ordre, quelle est la vision que vous avez de l'OMEI pour vous? Alors, Quelle est votre vision? moi, je, je crois que la richesse de l'ordre, c'est que c'est la richesse des experts qui la composent. C'est aussi la richesse de ce qu'on pourrait appeler l'auberge espagnole qu'est l'organisation mondiale. L'auberge espagnole parce que certains viennent y apporter des idées, d'autres viennent y apporter des missions d'expertise, d'autres viennent y chercher des missions d'expertise, d'autres viennent euh, concourir à la discussion, échanger, participer à des rencontres. Il y a de multiples rencontres diverses qui sont celles que nous vivrons dans quelques semaines à Genève en est un exemple, etc. Et donc finalement, il y a à la fois la nécessité pour chacun d'apporter quelque chose et quand on apporte, en général, on retire quelque chose. Pour ma part, je vous avoue que je ne viens ni pour apporter des missions, je peux aiguiller les gens pour qu'ils en aient, ni pour en chercher. Je ne cherche surtout pas du travail, j'en ai beaucoup trop. Donc, moi, jamais je ne pense avoir demandé à faire des expertises à partir de l'organisation mondiale, mais je comprends que certains viennent y chercher ça. Je crois qu'il faut qu'il y ait quand même un équilibre. Il ne faut pas
que notre organisation soit ou devienne un simple go-between entre des apporteurs de mission et des chercheurs de mission. Si nous ne sommes qu'un go-between, il me semble que nous allons perdre un petit peu de notre âme, qui est quand même la rencontre. Et la rencontre, c'est l'expérience, c'est l'enrichissement des uns et des autres par l'expérience des uns et des autres, et pas uniquement à travers des questions commerciales qui sont certes nobles, mais qui ne sont pas le point de départ et le point d'arrivée, je pense, de l'organisation mondiale. L'organisation mondiale, pour moi, c'est encore plus. En tant que membre du jury lors de nos séminaires d'intégration, et vous allez en faire partie d'ailleurs pour la prochaine session de mars, vous serez également intervenant. Quel a été pour vous le moment le plus marquant de ces différentes éditions qui se sont passées jusqu'à maintenant? Pardon. Alors, je vais, si vous le permettez, répondre en deux parties. La première partie, la journée à laquelle je consacre une partie de moi-même à la rencontre, à la formation, et une autre partie, si vous l'acceptez, le jury, qui sont deux temps pour moi un petit peu différents. Le temps de la formation, vous voyez, je dis rencontre, parce que pour moi, c'est pas une formation. Je ne forme pas. J'essaie de ne pas déformer non plus, mais je ne forme pas, je rencontre les gens, et cette journée au cours de laquelle je parle un petit peu de moi, ou de laquelle je parle des institutions internationales que je connais relativement bien, au cours de laquelle je parle des évolutions de l'équilibre mondial géostratégique, qui est actuellement complètement bouleversé, et c'est important, et c'est en cela que chacune des rencontres au fil des mois, je ne dirai pas au mois de mars la même chose que ce que j'ai dit au mois d'octobre dernier, parce que en 6 mois ou en 7 mois, il s'est passé tellement de choses à l'échelon mondial qu'on doit intégrer cela. Et c'est ça qui fait la richesse ou la pauvreté d'un expert international, c'est qu'il se nourrit de cela et qu'il intègre cela dans son action, dans sa dimension relationnelle, dans sa dimension commerciale, dans sa dimension professionnelle. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Donc la première partie est une rencontre. Rencontre à la fois pour connaître l'autre et aussi pour mieux se connaître. Car quand on va à la rencontre de l'autre, on se connaît mieux soi-même. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est la première journée. Et cette journée, je crois, doit être pédagogique au sens initial du terme. Pédagogique, c'est-à-dire aller à la rencontre de celui qui est au-dessus de soi. Et celui qui est au-dessus de soi, on ne sait pas qui c'est. Donc, c'est une partie de soi. La seconde partie, la partie la partie du jury est une partie un petit peu plus, de mon point de vue, est une partie un petit peu plus formelle. On ne fait pas n'importe quoi dans un jury. On ne peut pas dire, bah tiens, celui-là, il a une belle gueule, excusez le terme, il a une belle gueule, bah tiens, je vais lui donner une bonne note. Ou celle-là, elle m'a pas fait un sourire en rentrant, donc je vais la saquer. Ou le troisième, il m'a fait un beau récit, seulement quand on gratte un peu, ce récit ne vient pas de lui. Donc, on doit, là aussi, dans cet échange, qui est plus un échange qu'une rencontre, dans cet échange, on doit à la fois se mettre en synergie avec les critères qui ont été définis au départ. Et là, l'ordre a été très pédagogique dans ce domaine au cours des dernières années. Je remercie ceux qui ont participé. Je crois que c'est Sylvain, je ne sais plus, qui a eu l'extrême intelligence de définir un certain nombre de critères sur lesquels nous nous basons, qui ne sont pas l'alpha et l'oméga, mais qui sont extrêmement importants pour nous, de façon à ce que les gens soient appréciés, je n'aime pas le terme critiquer, que les gens soient appréciés de façon à peu près égalitaire, quel qu'il soit. Donc je crois que cet échange à travers le jury est extrêmement important et il doit être équitable. Justement, vous avez évoqué un point important. Vous avez dit que le monde était en constante évolution et que vous vous adaptiez à chaque session de séminaire, vous adaptiez votre discours en fonction de l'évolution du monde. Selon vous, quels seraient les freins qu'un expert international pourrait rencontrer actuellement, vu les constantes évolutions?
Alors, un expert international, je le dis souvent lorsque je rencontre les experts qui sont dans les sessions, un expert international, c'est pas quelqu'un qui sait des choses uniquement. Tous les gens qui sont inscrits à l'ordre mondial des experts internationaux sont tous des gens de haut niveau, voire de très haut niveau, voire d'excellent niveau dans leur domaine. Mais c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est autre chose. Des spécialistes de l'ingénierie, de la construction, il y en a des millions, il y en a un certain nombre dans l'ordre, des spécialistes du droit des sociétés, il y en a un certain nombre, etc. Ce qui va les différencier, c'est parce que, à l'instant où ils seront en situation, ils mettront autour de leur expertise un certain nombre de paramètres, un certain nombre d'écosystèmes qui sont des écosystèmes évolutifs. Par exemple, un expert qui se porterait candidat à une expertise de bâtiments en Europe de l'Est, par exemple. S'il ne sait pas qu'en Europe de l'Est, il y a actuellement une guerre en Ukraine, il n'aurait pas la mission, et s'il avait la mission, il la raterait. Il y a un an, ce n'était pas le cas. S'il ne sait pas qu'en Europe de l'Est, il y a très peu de circulation de l'euro, mais il y a plus de circulation du dollar, il risque de se tromper. Il risque de rater sa mission. Mmh. Ce sont des choses qui ne sont pas au cœur de son métier, mais qui sont des choses qui font le plus ou le moins de la réponse de ce métier. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Celui qui ne saurait pas, par exemple, que à travers l'énergie aujourd'hui se pose le problème de l'eau, celui qui ne saurait pas qu'il y a des techniques de dessalement de l'eau de mer pour pouvoir avoir de l'eau pure, passerait à côté, même si c'est un expert du juridique. Et s'il travaille au Maroc, par exemple, je prends cet exemple au hasard, mais pas totalement, s'il ne sait pas que le Maroc est le premier pays du monde à dessaler l'eau de mer, et qu'il travaille au Maroc, et qu'on lui parle de bâtiments, et qu'on lui parle d'énergie, il va se planter. Voilà en quoi je dis que la qualité supérieure de quelqu'un de l'OMEI par rapport à un expert de tous les jours, c'est justement cette dimension. Et c'est à nous, les uns et les autres, de permettre d'acquérir cette dimension. Donc selon vous, l'expert doit s'adapter à l'évolution du monde en intégrant en fait dans son expertise les variables de chaque pays. Alors, acquérir toutes les variables de tous les pays, ça, c'est même pas la peine d'y penser. On est Mais d'accord. avoir, si vous voulez, un certain nombre de grandes thématiques et de Mhm. des écosystèmes le plus large possible. Euh, le- la- on parle souvent, on a beaucoup d'ailleurs d'experts qui sont issus du continent africain. Et moi, je me permets de dire, euh, celui qui parle de l'Afrique, il ne connaît pas l'Afrique. Il n'existe pas, l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent. Mais il y a autant de différences entre la Zambie entre la Zambie et le Soudan qu'entre l'Espagne et, euh, et la Russie. C'est pourtant en Afrique. Et les gens, Mhm. ils voient, les gens qui ne connaissent pas, ils ont une vision trop globale des choses. Donc il faut quand même avoir une vision un petit peu plus précise des choses, avoir des grandes thématiques, euh, une connaissance au moins la plus globale possible des choses. Savoir que il y a un certain nombre de choses qui se rassemblent autour des questions d'énergie, et ce sont les mêmes en Afrique ou en Asie. Il y a un certain nombre de choses qui se rassemblent autour des questions juridiques, et ce sont les mêmes en Amérique et en Chine. C'est pour ça qu'ils se combattent, etc., etc. Tout ça, ce sont les grandes tendances qu'il faut acquérir et qu'il faut suivre.
Il ne faut pas tout savoir de tout, mais avoir quand même une vision, un Une vision. vernis, s'exprimer ainsi, un vernis global qui permet ensuite de tirer un certain nombre de tiroirs lorsqu'on est confronté à tel ou tel sujet ou à telle ou telle région du monde. Sur quel projet travaillez-vous actuellement? Sur quelle Ah, thématique? alors je travaille sur, moi, vous savez, un seul, ça me suffit pas. J'en ai plusieurs. J'en ai un que je poursuis en ce moment, que j'ai abordé, que j'ai commencé à aborder d'ailleurs lors de la rencontre extrêmement intéressante qu'il y a eu à Marrakech. Je continue à travailler sur le sujet des grandes questions liées à l'énergie dans le bassin méditerranéen. Quand je dis dans le bassin méditerranéen, et ses tenants et ses aboutissants, parce que le bassin méditerranéen irrigue, c'est le cas de le dire, le nord, donc toute la partie Europe, et le bassin méditerranéen irrigue une bonne partie du sud, c'est-à-dire l'Afrique, et irrigue une bonne partie de l'Est, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Donc le bassin méditerranéen, pour moi, est un lieu absolument fondamental. D'ailleurs, de ce bassin sont issues de multiples civilisations, civilisations les plus connues du monde. Donc de ce bassin méditerranéen dépendra un certain nombre de réponses aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc je travaille là-dessus, notamment autour des questions de l'énergie. Je travaille aussi beaucoup sur, alors là c'est beaucoup plus ciblé sur l'Europe. Je travaille beaucoup en ce moment sur comment accueillir de nouveaux pays dans l'Union européenne. On parle actuellement de l'ouverture à l'Est dans un certain nombre de pays, donc je travaille là-dessus avec les populations de ces pays, avec les gouvernements de ces pays, avec les milieux socio-économiques de ces pays. Je parle des Balkans occidentaux notamment, et donc je travaille sur ces grands sujets. Et puis, bien sûr, un certain nombre de réponses aux grandes questions d'aujourd'hui, qui sont les questions de paix, mais aussi la paix à travers des thématiques. Parce que la paix, elle se construit à travers le transport, elle se construit à travers l'énergie, elle se construit à travers l'alimentation, elle se construit à travers l'agriculture. La paix, ce n'est pas un grand P et derrière, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait des choses et il faut concrètement construire ces choses. Voilà Merci à vous. mes Merci axes de travail beaucoup. en ce moment. Merci. Merci à vous de nous avoir accordé un peu de votre temps et je vous souhaite une belle continuation et on se retrouve le mois prochain pour le On séminaire se, d'intégration. on se retrouve le 16 et j'espère qu'il y aura beaucoup de mes amis experts, mes collègues. Et je vous dis à tous, excellente journée à tous. Profitez de votre vie, profitez de votre entourage et profitez de votre santé, elle est très importante. Bonne Merci à journée. vous, monsieur. Merci.